Dans cette troisième vidéo, nous allons chercher à établir l'équation d'Euler. L'équation d'Euler, en fait, c'est la conservation de la quantité de mouvement au cours de l'écoulement. Alors, je vous rappelle que la dynamique des fluides va relier l'écoulement des fluides aux actions, c'est-à-dire aux forces qui lui sont appliquées. Donc, dans cette partie de cours, on s'intéresse toujours uniquement aux fluides parfaits, ça veut dire qui ont une viscosité considérée comme nulle, et incompressibles, c'est-à-dire dont la masse volumique est constante. On a typiquement ici une représentation de type d'écoulement qu'on va étudier, c'est-à-dire des écoulements dans des canalisations avec des variations de section, par exemple. Et puis ici, ce qui est représenté, c'est la conservation de la masse qu'on vient de voir dans la vidéo précédente au cours de l'écoulement, donc conservation du débit massique. On voit bien que le volume ici qu'on a sur un intervalle delta t va être le même ici, même si la section varie. Alors au sein d'un fluide parfait, on va distinguer deux types de forces qui vont s'appliquer aux particules de fluide. Les forces dont l'origine est extérieure au fluide, comme par exemple la pesanteur, et les forces de contact entre particules de fluide qui sont appelées des forces internes et qui sont liées aux propriétés mêmes du fluide. Alors on va commencer à s'intéresser aux forces extérieures dans un premier temps. Donc ce sont des actions qui agissent sur toutes les molécules du fluide, et donc qui sont extérieures au fluide, mais qui vont avoir un impact sur les particules de fluide. Donc on s'intéresse ici d'abord on va faire la même chose que pour le bilan massique, c'est-à-dire qu'on va d'abord établir notre bilan de force au niveau d'une particule de fluide, et puis après on va chercher à intégrer pour le fluide dans son ensemble, pour l'écoulement dans sa globalité. Donc on s'intéresse à une particule de fluide, c'est un tout petit volume élémentaire de notre fluide, qui a un volume qu'on appelle dV, puisqu'il est tout petit, donc on met dV. Donc sur ce volume dV, une force extérieure va pouvoir s'appliquer, et on la note, elle va être petite, puisqu'elle s'applique sur un petit volume. On la note dFxt, avec un trait au-dessus, une flèche au-dessus, pour bien montrer qu'il s'agit d'un vecteur. Et on va l'exprimer comme une force volumique, donc une force par unité de volume, fois l'élément de volume dV. Donc ce qu'on note Fvxt, toujours avec une flèche au-dessus, c'est une force volumique extérieure, et son module va s'exprimer en newton par mètre cube. C'est bien une force par unité de volume. Si on fait un bilan de cette force extérieure sur l'ensemble du fluide, sur tout un volume de contrôle, la résultante des forces extérieures sur un volume V va se calculer par Fx, c'est une intégrale triple de cette force volumique fois un élément d'intégration dV. Une petite faute ici, je viens de m'en apercevoir, des forces extérieures, il manque un E. Alors, dans ces forces extérieures, la plus courante et celle qui va nous intéresser, nous en particulier, c'est les forces de pesanteur, qui s'appliquent sur toutes nos particules de fluide. Donc nos forces extérieures sur une particule de fluide vont s'exprimer, on le sait, la masse fois l'accélération de la pesanteur qui est notée G. La masse d'une particule de fluide, c'est dm, puisqu'on a toujours une petite particule de fluide. Et cette masse dm, c'est le produit de la masse volumique ρ fois le volume de notre particule de fluide qu'on a noté dv. Donc ça, c'est la force extérieure de pesanteur dans sa globalité qui s'applique sur une particule de fluide. Et si je veux la force extérieure volumique, je divise par dv. Donc la force volumique extérieure liée aux actions de pesanteur, c'est ρ fois G. Alors, il y a d'autres forces extérieures qui peuvent s'appliquer sur une particule de fluide, mais qui vont moins nous intéresser ici. C'est le cas des plasmas. Alors souvent, les plasmas sont plutôt des gaz avec des particules qui sont chargées électroniquement. Donc si on a un champ électromagnétique qui s'applique à ce type de fluide, on va avoir des forces extérieures qui vont pouvoir modifier l'écoulement du fluide grâce à un champ électrique ou un champ magnétique. Donc ça va s'exprimer de cette façon-là, où on a ρe, c'est la densité volumique de charge, qui est vraiment liée au fluide lui-même, avec des particules chargées. E, c'est un champ électrique, et B, c'est le champ magnétique. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ça, c'était juste à titre d'information ici que je vous donnais cette information-là. Il y a différents types de forces extérieures. Pour les fluides qui nous intéressent, nous, on se contentera aux forces de pesanteur.
On peut avoir aussi, si on n'est pas en référentiel galiléen, on peut avoir aussi des forces extérieures d'inertie qui sont liées à la variation de notre référentiel, à l'accélération de notre référentiel qui ne serait pas du coup galiléen, donc par rapport à un autre référentiel qui lui serait stable. Donc on peut avoir des forces d'inertie de translation qui sont représentées par une accélération ici AE, et puis des forces d'inertie de rotation qui sont représentées par ce vecteur oméga ici. C'est pareil, nous dans les études qu'on va faire, on ne va pas s'intéresser à ça, on se placera toujours en référentiel galiléen, bien stable, bien fixe, et on n'aura pas à prendre en compte ces problèmes d'inertie. Donc ça, c'était pour les forces extérieures, donc à retenir que nous, pour les cas qui nous intéressent, on se contentera des forces de pesanteur. Au niveau des forces internes, dans un fluide parfait, les seules forces internes qui sont vraiment liées aux propriétés du fluide, ce sont les forces de pression. Donc on a déjà vu comment s'exprimer ces forces de pression. Ce sont des actions surfaciques, les forces de pression s'exercent en surface, c'est une pression qui est un scalaire fois un élément de surface. Donc on a déjà vu pour un fluide dans sa globalité que la force de pression, qui est notée grand F ici, c'est une intégrale double, donc sur une surface, moins la pression qui s'exerce en un point de cette surface fois l'élément de surface orienté ds. Alors c'est pas très pratique. On a vu qu'on avait des forces de pesanteur qui s'exprimaient dans la globalité lorsqu'on intègre avec des intégrales triples, et des forces internes, telles que les forces de pression, qui s'expriment avec une intégrale double. Donc ça, pour faire la somme des deux, pour faire le bilan des forces, ça va pas être très pratique. Donc on va chercher à transformer l'intégrale double des forces de pression en une intégrale triple. Et pour ça, on va utiliser le même théorème que celui qu'on a vu tout à l'heure, le théorème de Green-Ostogradsky, mais dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, pour passer d'une intégrale double à une intégrale triple, ça va, l'intégrale double de moins p ds va se transformer en une intégrale triple de moins gradient de p dv. Le volume dv ici, c'est le volume qui est délimité par la surface ds. C'est le volume compris à l'intérieur de cette surface ds ici. Maintenant qu'on a ça, du coup, cette intégrale triple, on peut définir la force volumique interne, Fp, qui est associée aux forces de pression et qui va s'écrire, du coup, moins gradient de P. Donc là, on connaît les expressions des forces volumiques extérieures et internes qui s'exercent sur une particule de fluide. Donc, on se place toujours dans le cas d'un fluide parfait, en écoulement, dans un référentiel galiléen. Et on va appliquer à une particule de fluide le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton. Donc, notre système d'étude pour l'instant, c'est une particule de fluide qui est située à un instant t de l'écoulement en un point M et qui a une masse qu'on note dm, et cette masse dm, elle se calcule en faisant le produit de la masse volumique ρ fois dv. Au niveau du bilan des forces, on a deux forces qui s'exercent, une force de volumique extérieure qui correspond à force de pesanteur, plus ici, je vous avais dit lorsqu'on s'est vu en distanciel qu'il y avait une petite faute, ici c'est un plus et pas un moins, plus la force interne de pression, Fp-dv. Donc si on fait le bilan de ces deux forces, qu'on met dv en facteur, on a ici notre force qui s'exerce, notre bilan des forces qui s'exercent sur la particule de fluide, qui est égal à ρg moins gradient de P fois l'élément de volume dv. La seconde loi de Newton, c'est-à-dire le principe fondamental de la dynamique, me dit que somme des forces égale ma. Ici, la masse, c'est dm, a, c'est l'accélération, et égale au bilan des forces qu'on a noté df pour nous ici. Alors, vous vous rappelez qu'en mécanique des fluides, on se place en description eulérienne, donc l'accélération a, c'est la dérivée particulière de la vitesse par rapport au temps. Ici, la dérivée particulière. Parce qu'on est en description eulérienne. Et cette dérivée particulière s'exprime comme la dérivée de v par rapport au temps, donc l'accélération locale, plus v scalaire gradient de v qui correspond à l'accélération convective.
Donc, si on reprend tout ce qu'on a dit ici, on va pouvoir mettre dv en facteur et puis simplifier par dv, et on va obtenir cette équation vectorielle ici, qui est l'équation de l'air, qui dit que ρ fois l'accélération, d rond v sur d rond t plus v scalaire gradient appliqué à v, est égal à moins gradient de p plus ρg. Alors, une équation ici vectorielle comme ça, c'est jamais facile à utiliser et généralement, on va la projeter sur les axes de notre référentiel. Donc nous, on s'est placé en coordonnées cartésiennes et donc on a un référentiel au x, au y, au z et on va projeter notre équation sur chacun des axes au x, au y et au z. Alors notre vitesse v, le vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes, s'écrit toujours, je vous le rappelle, Vx fois I plus Vy fois J plus Vz fois K, avec I, J, K qui sont les vecteurs directeurs des axes OX, OY et OZ respectivement. On a déjà vu dans le chapitre sur la cinématique comment on écrivait l'accélération en coordonnées cartésiennes. Donc on retrouve ces expressions ici, puis multipliées par la masse volumique devant partout en facteur. On a déjà vu que le gradient de P, c'est d rond P sur d rond X I plus d rond P sur d rond Y J plus d rond P sur d rond Z K. Et donc, on va retrouver ici la projection à chaque fois, d rond P sur d rond X, d rond P sur d rond Y et d rond P sur d rond Z, pour les forces internes qui s'appliquent sur notre particule de fluide. Et puis, l'accélération de la pesanteur, G, c'est égal à moins G fois K, puisque si on a un vecteur, voilà, si je représente ici l'axe Z, O, et mon vecteur G il est dirigé vers le bas comme ça, et là, j'ai mon vecteur directeur K. Donc on a G qui vaut moins GK. Donc si on projette tout ça, la force ici volumique extérieure liée aux forces de pesanteur va avoir uniquement une composante sur l'axe OZ qui est donné ici, le moins ρg qu'on a. Alors on va se placer dans un cas particulier pour simplifier ces équations. Donc on se place dans ce cas particulier où on a un écoulement permanent, donc c'est-à-dire indépendant du temps. Je vais le réécrire ici. Ça veut dire permanent, ça veut dire indépendant du temps. Donc toutes les dérivées par rapport au temps sont égales à 0. Rectiligne, ça veut dire qu'on va le considérer unidirectionnel, donc dans une seule direction, et on va choisir la direction Z. Et ça va nous permettre de simplifier les équations. Donc le vecteur vitesse, du coup, on va dire qu'il s'écrit V fois le vecteur K. Donc ça signifie que Vx égale Vy égale 0, et Vz, on dit que c'est égal à V. Donc si on remplace Vx et Vy par 0 dans les équations qu'on vient d'écrire juste avant, qu'on vient de projeter, tous les termes ici à gauche pour les deux premières sont égales à 0. Donc on se retrouve finalement ici avec d rond P sur d rond X égale 0, d rond P sur d rond Y égale 0. C'est la même chose en fait que la première loi de l'hydrostatique qu'on retrouve à ce niveau-là, qui dit que en fait sur toute ligne horizontale, on a une pression qui est constante sur toute surface horizontale. Au niveau de la dernière équation, qui est la projection sur l'axe OZ, comme ici on a un écoulement permanent indépendant du temps, et ce terme-là est égal à 0. Ici, comme Vx et Vy sont toutes les deux égales à 0, sont toutes les deux des composantes du vecteur vitesse qui sont nulles, ces termes-là sont égaux à 0, et puis il va nous rester du coup ce terme-là qui est différent de 0, et puis ce terme-là qui est différent de 0 aussi. Alors on va travailler du coup sur cette dernière équation. Donc après simplification, si je regarde ce qui me reste qui n'est pas nul, je vais avoir cette équation-là. Rho V dV sur dz égale moins dP sur dz moins ρg. Donc on a remplacé ici, on a remplacé Vz par V, et puis on a remplacé les d ronds par des d droits. Alors pourquoi? Puisque en fait on avait vu que
finalement, notre écoulement, il était indépendant des variables x et y. Il est indépendant de la variable t puisqu'on est en écoulement permanent. Ça fait qu'en fait, il n'y a plus qu'une seule variable qui peut intervenir, c'est z. Donc, on a des fonctions qui ne dépendent que d'une seule variable. Donc, j'ai tout à fait le droit de passer des d ronds au d droit. Donc, mon équation, elle se résume à ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord tout multiplier par dz. Donc, quand je multiplie tout par dz, il va me rester à gauche de l'égalité ρ v dv, et à droite, il va me rester moins dp, moins ρg dz. Je vais tout passer, tous ces termes-là, hop, je les passe à gauche du signe égal, et donc ça me donne dp plus ρ v dv plus ρg dz égale 0. Pour avoir une information sur la globalité de l'écoulement, eh bien, je vais intégrer cette équation. Je vais intégrer terme à terme, et pour chaque terme, j'ai une variable d'intégration qui est différente. Pour le premier terme, c'est p, pour le deuxième, c'est v, et pour le troisième, c'est z. Avec ρ et g qui sont des constantes. Alors, comme on n'a pas de borne d'intégration ici, eh bien, quand on va intégrer, on a des constantes pour chacun des termes qui vont intervenir. Et donc, ces constantes, eh bien, je vais toutes les placer du côté du signe, à droite du signe égal ici, et je vais les appeler constantes. Je vais tout regrouper ici dans une grosse constante. Pour le premier terme, intégrale de dp, c'est comme si j'avais 1 à intégrer, donc ça me donne p. Pour le deuxième terme, ρ est une constante multiplicative, il faut que j'intègre v par rapport à v, donc ça me donne v carré sur 2. Donc le deuxième terme va être égal à 1 demi de ρ v carré. Et pour le troisième terme, ρg est une constante multiplicative, donc que je retrouve ici. Et du coup, c'est comme si j'avais à intégrer 1 par rapport à z, qui me donne z. Donc on obtient cette équation-là, qui est beaucoup plus simple à utiliser que l'équation d'Euler qu'on avait, qui était tout à l'heure une équation vectorielle avec des dérivées partielles un petit peu compliquées. Donc on a une seule équation, p plus 1 demi de ρ v carré plus ρ gz égale constante. Et ça, c'est une équation qu'on appelle l'équation de Bernoulli, qu'on va venir étudier plus en détail dans la vidéo prochaine.